Avez-vous déjà consulté la météo une dizaine de fois avant un rendez-vous crucial, comme si une 10e vérification sur votre smartphone pouvait, par magie, dissiper les nuages, ou peut-être passez-vous des heures à ressasser une vieille conversation, cherchant la réplique parfaite que vous ne prononcerez jamais. Si c'est le cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous tombés dans le piège de l'une des illusions les plus insidieuses de notre esprit, l'illusion du contrôle. Aujourd'hui, nous allons discuter de la raison pour laquelle cette tentative désespérée de contrôler la météo, les autres et même votre propre passé n'est pas seulement inutile, elle vous empêche activement d'être heureux. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez comment briser ces chaînes mentales et ressentir un soulagement incroyable. D'ailleurs, vous considérez-vous comme quelqu'un de contrôlant? Écrivez oui ou non dans les commentaires, cela m'intéresserait de voir vos réponses. Pour comprendre pourquoi nous nous accrochons désespérément à cette poignée de contrôle, même là où elle n'existe pas, nous devons nous pencher sur notre passé évolutif. Pour nos lointains ancêtres, la maîtrise était synonyme de survie. Contrôler le feu, le territoire, les réserves de nourriture, c'étaient des indicateurs directs de sécurité et de succès. Cet instinct est profondément ancré dans notre cerveau. Le problème, c'est que le monde moderne est devenu infiniment plus complexe. Notre cerveau ancestral essaie toujours d'appliquer d'anciennes stratégies à de nouvelles réalités. Il ne fait pas la distinction entre la maîtrise d'une lance et le contrôle de l'opinion de votre patron ou de l'humeur de votre partenaire. Cette soif de contrôle est un atavisme qui, au XXIe siècle, s'est transformé d'outil utile en source d'anxiété chronique. Nous cherchons à rétablir l'ordre dans le chaos, mais le chaos est l'état naturel de l'univers. Notre principal défi n'est pas de le vaincre, mais d'apprendre à naviguer en son sein. Pour commencer, attaquons-nous à la base, définir ce que nous appelons l'illusion de contrôle. C'est un biais cognitif qui nous pousse à croire que nous pouvons influencer des événements sur lesquels nous n'avons en réalité aucun pouvoir. Les psychologues Helen Langer et Judith Rodin ont mené une expérience classique, célèbre, dans une maison de retraite. Ils ont donné une plante d'intérieur à un premier groupe de résidents en leur expliquant qu'ils étaient entièrement responsables de son bien-être, l'arrosage, l'entretien, tout leur incombait. Le deuxième groupe a également reçu une plante, mais on leur a précisé que le personnel s'en occuperait. Quelques mois plus tard, le premier groupe, celui qui avait récupéré ce minuscule îlot de contrôle, était nettement plus heureux, plus actif et même en meilleure santé. Cela prouve à quel point le contrôle est essentiel pour notre bien-être. Mais c'est là qu'apparaît le piège. Nous transférons ce sentiment agréable vers des domaines où il n'a aucune utilité. Imaginez un supporter portant son maillot porte-bonheur, convaincu que sa tenue va influencer le résultat du match. Il éprouve un sentiment d'implication, un sentiment de contrôle, mais ce n'est qu'une pure illusion, une illusion qui, dans le meilleur des cas, est inoffensive, mais qui, dans le pire, nous pousse à gaspiller notre énergie dans des rituels inutiles plutôt que d'entreprendre des actions concrètes. La clé pour dissiper cette illusion réside dans la distinction fondamentale entre deux concepts, le contrôle et l'influence. Ce n'est pas la même chose, et comprendre cette nuance est capable de changer radicalement votre vie. Le contrôle, c'est la maîtrise absolue, une autorité à 100% sur un résultat donné. Vous pouvez contrôler ce que vous mangerez au petit déjeuner ou quel livre vous déciderez de commencer. L'influence, c'est la capacité d'agir sur la probabilité d'un résultat, mais sans aucune garantie. Vous ne pouvez pas contrôler les embouteillages, c'est un fait indéniable, mais vous pouvez influencer votre heure d'arrivée en partant 30 minutes plus tôt. Vous ne pouvez pas contrôler la décision de l'employeur lors d'un entretien d'embauche, mais vous pouvez l'influencer en vous préparant minutieusement, en soignant votre apparence et en répondant aux questions de manière pertinente. La personne obsédée par le contrôle se mettra en colère et pestera contre le monde entier en restant bloqué dans les bouchons. Celui qui comprend la différence se concentrera sur ce qui est en son pouvoir. Il écoutera un podcast instructif ou appellera un proche. Votre véritable mission est de déplacer votre énergie des vaines tentatives de contrôle total vers l'élargissement de votre zone d'influence. C'est le passage de la posture de victime des circonstances à celle d'acteur
proactif. Penchons-nous maintenant sur les 3 grandes forces ou éléments que nous ne pouvons absolument pas contrôler dans nos vies. Le premier et le plus évident, c'est le passé. C'est fait. C'est du béton, scellé dans le temps. Chaque tentative de remonter le temps, mentalement, pour essayer de rejouer la situation, n'est rien d'autre qu'une auto-flagellation volontaire. Imaginez que vous portez un énorme sac de pierres sur votre dos. Chaque pierre représente une erreur, un regret ou une vieille rancune. Vous le traînez jour après jour, il vous meurtrit les épaules, il ralentit votre pas et vous empêche de regarder l'horizon. Le désir de vouloir contrôler le passé, c'est exactement ça, ce sac. Vous repassez encore et encore dans votre tête ce rendez-vous raté, cet entretien d'embauche manqué ou cette stupide dispute. Dans quel but? Vous essayez de trouver un moyen de réparer ce qui n'est, par définition, pas réparable. C'est un chewing-gum mental. Il n'a ni saveur ni valeur nutritive. Il fatigue juste vos mâchoires et par conséquent votre cerveau. Accepter le passé ne signifie absolument pas l'approuver. Cela signifie simplement reconnaître qu'il est terminé, qu'il est clos et que vous n'avez plus aucun pouvoir sur lui. La seule chose que vous pouvez réellement maîtriser, ce sont les leçons que vous décidez d'en tirer. Alors, comment fait-on pour enfin cesser de traîner ce lourd fardeau du passé? Il existe des techniques concrètes pour l'accepter et le laisser derrière soi. L'une des plus puissantes est la pratique de la gratitude pour les leçons apprises. Au lieu de se dire « Comment ai-je pu faire une telle erreur ?» demandez-vous plutôt « Que m'a enseigné cette situation ? Quel genre de personne m'a-t-elle aidé à devenir ?» Peut-être qu'une rupture douloureuse vous a appris à mieux définir vos limites ou qu'un licenciement vous a poussé à trouver votre véritable vocation. Prenez un journal et notez-y au moins 3 leçons que vous avez tirées de la situation la plus douloureuse de votre passé. Une autre méthode est le rituel de l'adieu. Écrivez une lettre à la personne qui vous a blessé, ou bien à vous-même dans le passé. Exprimez tout ce qui s'est accumulé, toute la douleur, toute la colère. Ensuite, brûlez cette lettre en imaginant que vos sentiments les plus lourds s'envolent avec la fumée. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Vous signalez à votre cerveau que cette histoire est terminée. Rappelez-vous, le passé n'est pas une condamnation à vie. Ce n'est qu'une bibliothèque que vous pouvez consulter pour y chercher de la sagesse, mais il ne faut pas y élire domicile. La deuxième grande force, la deuxième grande dynamique incontrôlable, ce sont les autres, leurs pensées, leurs émotions, leurs décisions et leurs actes. C'est probablement le piège du contrôle le plus courant et le plus douloureux. Nous voulons que nos proches soient heureux, mais selon notre propre définition du bonheur. Nous voulons que nos enfants choisissent le bon chemin. Nous voulons que notre partenaire pense et ressente exactement la même chose que nous. Chaque tentative de ce genre est une véritable invasion de la souveraineté d'autrui. Imaginez que vous jouiez aux échecs pour deux, déplaçant à la fois vos propres pièces et celles de l'adversaire. Non seulement vous privez l'autre de sa propre volonté, mais vous vous condamnez aussi à une immense frustration lorsqu'il fait soudain un mouvement que vous n'aviez pas prévu. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à changer. Vous ne pouvez pas le forcer à adhérer à votre point de vue. Toute tentative en ce sens est une forme de violence qui mène inévitablement à la résistance et à la destruction de la relation. La seule personne dont vous pouvez contrôler les pensées et les actions, c'est vous-même. Allons creuser un peu plus loin. Pourquoi cherchons-nous si désespérément à contrôler les autres? Au fondement de ce désir se cache presque toujours une peur, la peur d'être rejeté, la peur de la solitude, ou la crainte que si nous ne gérons pas la situation, tout s'écroule. Prenons l'exemple de la mère qui contrôle de manière excessive son fils adulte. En réalité, elle a peur de devenir inutile. Le mari, jaloux, qui surveille chacun des mouvements de son épouse, a peur de la perdre et manque cruellement de confiance en sa propre valeur. Nous essayons de contrôler les autres afin d'obtenir d'eux une validation de notre importance, de notre amour et de notre sécurité. C'est une tentative pour satisfaire nos besoins intérieurs aux dépens des autres. Lorsque vous vous surprenez à vouloir contrôler quelqu'un, arrêtez-vous et posez-vous ces questions. Quelle peur suis-je en train d'essayer d'éviter? Quel besoin personnel suis-je en train de vouloir combler? En prenant conscience de cette véritable raison,
vous trouverez des moyens plus sains de gérer vos peurs sans empiéter sur les limites d'autrui. Par exemple, au lieu d'exiger des comptes de votre partenaire, vous pouvez honnêtement lui dire « Je me sens vulnérable, j'ai besoin de ton soutien ». Quel est le prix à payer quand on essaie de contrôler les autres? Il est exorbitant. Et, devinez quoi? C'est vous, en premier lieu, qui réglez l'addition. Premièrement, c'est une source constante de frustration et de déception. Les gens ne sont pas des robots, ils ne suivront pas votre scénario. À chaque fois que leur comportement s'écartera de vos attentes, vous ressentirez de la colère, de la rancœur et un sentiment d'impuissance totale. C'est comme essayer d'apprendre à un chat à marcher sur ses pattes arrière. Vous y passerez des années, vous y perdrez vos nerfs, mais au final, tout ce que vous obtiendrez, ce sont des griffures et un animal épuisé. Deuxièmement, cela détruit vos relations. Personne n'aime se sentir comme une marionnette. Le contrôle permanent, les conseils non sollicités et la critique ne génèrent chez l'autre qu'une seule envie, fuir, prendre ses distances et protéger farouchement ses limites. Vous avez beau croire que vous agissez par pure bienveillance, l'autre y verra uniquement un manque de confiance et un profond manque de respect. Troisièmement, cela épuise votre propre énergie. Au lieu de concentrer vos forces sur votre propre développement et votre épanouissement, vous les gaspillez dans une lutte stérile contre la volonté d'autrui. C'est l'une des activités les plus coûteuses en énergie et les plus absurdes que l'on puisse imaginer. Que faire alors au lieu d'essayer de tout contrôler? La réponse est à la fois simple et complexe. Érigez des limites personnelles saines. Les limites ne sont pas des murs qui vous isolent, ce sont des règles qui expliquent aux autres comment ils peuvent interagir avec vous et ce qui est inacceptable. Au lieu de tenter de changer le comportement d'autrui, vous vous concentrez sur votre propre réaction face à ce comportement. Prenons un exemple. Votre ami est constamment en retard. Tenter de contrôler la situation, c'est l'appeler toutes les 5 minutes, la gronder, lui faire la morale. Ça ne marche pas. Établir des limites, c'est dire « j'apprécie énormément notre relation, mais il est difficile pour moi de t'attendre pendant une demi-heure. Mettons-nous d'accord, je t'attends 15 minutes et ensuite je m'occupe de mes propres affaires. Vous ne contrôlez pas son retard, vous contrôlez votre temps et vos émotions. » Vous donnez à l'autre personne un choix. Soit elle respecte vos limites, soit elle fait face aux conséquences. Cela transfère la responsabilité de ses actes sur elle-même et la responsabilité de votre bien-être sur vous. C'est une position honnête et mature qui préserve à la fois vos relations et votre sérénité. Nous arrivons maintenant au troisième grand élément, celui qui échappe totalement à notre emprise. C'est l'avenir, et avec lui tout cet immense monde extérieur. Cela inclut absolument tout, la météo, la situation économique du pays, les événements politiques, les maladies et même les simples hasards de la vie. L'anxiété liée à l'avenir n'est rien d'autre qu'une tentative de notre cerveau de maîtriser ce qui n'est pas encore arrivé. Nous échafaudons dans notre esprit des dizaines de scénarios négatifs dans une vaine tentative de nous préparer à toutes les éventualités. Et si je perds mon emploi? Et si je tombe malade? Et si une crise éclate? Ce bruit mental n'a strictement rien à voir avec une planification réelle. La planification, c'est mettre de l'argent de côté pour les coups durs. L'anxiété, c'est au contraire imaginer ce coup dur tous les jours, dans ses moindres détails. C'est comme se repasser en boucle un film d'horreur dont on serait le personnage principal. Vouloir contrôler l'avenir, c'est purement et simplement refuser de vivre le présent. Vous êtes tellement accaparé par la prévention de catastrophes imaginaires que vous passez à côté de la vie réelle, celle qui se déroule ici et maintenant. La seule manière, la seule d'influencer un tant soit peu l'avenir, est de vivre notre présent avec la plus grande qualité possible. C'est là que nous pouvons puiser dans une sagesse vieille de plus de 2000 ans. Il s'agit de la philosophie du stoïcisme et de son idée centrale, la dichotomie du contrôle. Des penseurs stoïciens tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle divisaient toutes choses en deux catégories distinctes. La première, ce qui est en notre pouvoir, la seconde, ce qui ne l'est pas. La première catégorie comprenait une liste très restreinte, nos pensées, nos jugements, nos intentions,
nos réactions face aux événements. Point final, la seconde, en revanche, englobait tout le reste, notre corps, notre santé, notre réputation, nos biens, les actions d'autrui, la météo, le passé et l'avenir. Pour les stoïciens, le secret de la tranquillité d'esprit réside dans le fait de concentrer 100% de notre énergie sur la première catégorie et d'accepter la seconde telle qu'elle est. Prenons l'exemple de l'archer. Il est en son pouvoir de choisir un bon arc, des flèches de qualité, de s'entraîner quotidiennement, de viser juste et de tenir compte de la force du vent, mais au moment où la flèche quitte la corde, elle échappe totalement à son contrôle. Une rafale inattendue ou un mouvement de la cible peuvent tout changer. L'archer sage fait tout ce qui est en son pouvoir, puis accepte le résultat avec sérénité. Mais alors, comment appliquer cette sagesse antique à notre vie moderne ? C'est moins difficile qu'il n'y paraît. Commencez par un exercice très simple. Chaque fois que vous ressentez de l'anxiété, de la colère ou de la frustration, posez-vous cette question simple. Est-ce que ce qui me perturbe se trouve dans ma sphère d'influence ou non? Si la réponse est non, par exemple si vous êtes exaspéré par le comportement d'un autre automobiliste, prenez une grande respiration et répétez-vous « Ceci est hors de mon contrôle. La seule chose que je peux maîtriser, c'est ma propre réaction. Je choisis le calme. » Si la réponse est oui, par exemple vous angoissez à cause d'un examen imminent, concentrez-vous immédiatement sur des actions concrètes. Dites-vous « Je ne peux pas contrôler les questions qui tomberont, mais je peux contrôler le temps que j'investis dans ma préparation. » Dans WhatsApp. Cette simple interrogation agit comme un filtre puissant. Elle écarte les préoccupations stériles et canalise votre énergie vers des actions réellement constructives. Le stoïcisme, ce n'est pas réprimer ses émotions, c'est un choix conscient de ne pas laisser les événements extérieurs dicter votre état intérieur. C'est l'art d'ériger une forteresse intérieure inébranlable que même les plus violentes tempêtes de la vie ne pourront jamais abattre. Commençons par aborder le lien direct et particulièrement dangereux qui existe entre le besoin de contrôle et l'anxiété. En réalité, un trouble anxieux n'est rien d'autre qu'un désir hypertrophié et totalement hors de contrôle de vouloir absolument tout maîtriser. La personne souffrant d'anxiété passe son temps à scanner le monde à la recherche de menaces potentielles, essayant par la pensée de les anticiper ou de les prévenir. Son cerveau fonctionne en mode « et si ?» « Et si l'avion s'écrasait ? Et si je disais la mauvaise chose ? Et si on me diagnostiquait une maladie grave ? Chaque question en « et si ?» est une tentative d'exercer un contrôle sur l'avenir, de dérouler tous les scénarios possibles afin de dénicher le chemin le plus sûr. Or, comme l'avenir est par nature imprévisible et que le nombre de scénarios catastrophes est infini, ce processus se transforme rapidement en un cercle vicieux de souffrance. Le cerveau finit tout simplement par surchauffer sous l'effet de cette tension permanente. L'ironie, c'est que plus vous essayez de maîtriser cette anxiété, plus elle prend de l'ampleur. En vous enjoignant de ne pas vous inquiéter, vous ne faites qu'accroître la tension. La seule façon de sortir de ce cercle n'est pas de renforcer le contrôle, mais au contraire de le relâcher. Elle réside dans cette acceptation. Oui, le pire peut arriver, je ne peux pas tout contrôler, mais je serai capable d'y faire face et de m'en remettre si jamais cela se produit. Si le besoin de contrôle alimente l'anxiété, alors quel est l'antidote? L'un des outils les plus puissants est la pratique de la pleine conscience ou mindfulness. La pleine conscience, c'est la capacité de diriger son attention vers l'instant présent, sans jugement, tandis que l'esprit anxieux vagabonde constamment dans le futur, essayant de le maîtriser ou dans le passé, cherchant à le corriger. La pleine conscience, elle, vous ramène à la maison, dans l'ici et maintenant. L'exercice le plus simple consiste à observer votre respiration. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et observez simplement comment l'air entre par vos narines et en ressort. N'essayez pas de contrôler votre respiration, ne la rendez ni plus profonde ni plus lente. Contentez-vous d'observer, votre esprit sera distrait, c'est tout à fait normal. Chaque fois que vous remarquerez que vous vous êtes envolé dans vos pensées, ramenez doucement, sans jugement, votre attention à votre souffle.
Cette pratique simple entraîne votre muscle de l'attention. Elle vous apprend à rester dans l'instant présent, le seul moment où il n'y a pas d'anxiété face au futur, puisqu'il n'est pas encore là, et pas de regret concernant le passé, puisqu'il est déjà révolu. C'est un chemin direct vers l'apaisement par le lâcher-prise. Imaginons un instant que votre énergie mentale et émotionnelle soit la batterie de votre téléphone. Le matin, elle affiche fièrement 100%. Maintenant, demandez-vous à quoi vous dépensez cette charge au fil de la journée. Les préoccupations sur ce que les collègues vont penser de vous, la colère contre ce conducteur qui vous a coupé la route, l'irritation face à cette pluie qui a gâché vos plans, l'anxiété pour la santé de vos proches, les tentatives d'anticiper l'humeur de votre patron. Chacun de ces processus est une application qui tourne en arrière-plan, dévorant littéralement votre énergie. À la mi-journée, votre batterie est déjà à 30%. Il ne vous reste plus de force pour ce qui compte vraiment, votre travail, votre créativité, les moments partagés avec votre famille ou prendre soin de vous. Tenter de contrôler l'incontrôlable est la manière la plus inefficace de gaspiller votre énergie vitale. C'est comme essayer de faire bouillir l'océan avec une simple bougie. Lorsque vous décidez consciemment de renoncer à ces tâches inutiles, vous libérez une quantité phénoménale de ressources. Votre batterie arrête de se décharger pour rien et vous retrouvez l'énergie nécessaire pour mener une vie pleine et riche. D'accord, vous allez me dire, j'arrête de tout contrôler. Mais qu'est-ce que j'y gagne, au juste? Quels sont les avantages concrets de ce lâcher-prise? Ils sont bien plus nombreux que vous ne l'imaginez. Le premier et le plus fondamental, c'est la paix intérieure. Lorsque vous acceptez de ne pas pouvoir tout gérer, une quantité phénoménale de stress et de tension disparaît de votre vie. Vous cessez enfin de vous battre contre des moulins à vent. Le deuxième avantage, c'est l'amélioration de vos relations. Lorsque vous cessez de vouloir changer et contrôler les autres, vous commencez à les accepter tels qu'ils sont. Cela crée un espace essentiel pour la confiance, le respect mutuel et une véritable intimité. Le troisième point, c'est la flexibilité et l'adaptabilité. La vie nous réserve constamment des tournants inattendus. Une personne obsédée par le contrôle s'effondre au premier écart de son plan. À l'inverse, celle qui pratique l'acceptation est comme le bambou, elle plie sous le vent, mais ne rompt jamais. Le quatrième, c'est l'apparition soudaine de nouvelles opportunités. Quand vous cessez de vous accrocher désespérément à votre unique scénario idéal, vous commencez enfin à remarquer d'autres chemins et d'autres options que vous ne voyiez tout simplement pas auparavant. Si le lâcher-prise est si merveilleux, pourquoi avons-nous si peur de nous y abandonner? Notre cerveau interprète l'absence de contrôle comme une perte de sécurité fondamentale. On s'imagine que si l'on lâche les rênes, notre carrosse va immédiatement s'écraser dans le précipice. Nous redoutons le chaos, nous redoutons l'incertitude, nous sommes convaincus que notre contrôle absolu est la seule chose qui maintient le monde à flot. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion, purement générée par notre ego. Le monde existait très bien avant nous, et il continuera d'exister après notre passage. Une autre peur très courante, c'est celle de l'échec ou de la faute. On croit que si l'on contrôle tout méticuleusement, on pourra contourner la déroute. C'est illusoire. Les erreurs sont une partie intégrante de tout processus de développement. En tentant de les éliminer par l'hypercontrôle, non seulement nous nous paralysons, mais nous nous privons également de la capacité d'apprendre et de nous épanouir. Et pour finir, nous redoutons de nous confronter à notre propre impuissance. Admettre que l'on n'est pas tout-puissant est souvent un choc pour notre estime personnelle. Pourtant, cette reconnaissance n'est pas un signe de faiblesse, mais une force immense, la force d'accepter la réalité telle qu'elle est. Alors, au lieu de disperser notre énergie sur ce qui nous échappe, concentrons-nous sur ce que nous maîtrisons réellement. Et cette liste, bien que courte, possède un pouvoir incroyable. Premièrement, vos réactions. Un événement est neutre en soi. S'il pleut, c'est un fait. Mais votre réaction, vous énerver et annuler votre sortie, ou au contraire vous réjouir de lire un livre près de la fenêtre, c'est entièrement votre choix. Deuxièmement, vos efforts. Vous ne pouvez pas garantir la victoire dans une compétition, mais vous pouvez contrôler la quantité et la qualité de vos entraînements. Troisièmement, vos valeurs et vos principes. Quelle que soit la situation, même la plus difficile,
Vous avez toujours le choix d'agir honnêtement ou non, de faire preuve de compassion ou d'indifférence. Quatrièmement, ce à quoi vous accordez votre attention. Vous pouvez vous concentrer sur le négatif, les problèmes et les lacunes, ou bien sur les opportunités, la gratitude et la beauté du monde. Votre attention est votre ressource la plus précieuse. Là où vous la dirigez, votre vie se déploie. En cessant d'essayer de contrôler le monde extérieur, vous gagnez un pouvoir authentique, celui de votre monde intérieur, et c'est le seul pouvoir qui compte vraiment. Pour bien visualiser et délimiter les différentes sphères de votre vie, il existe un exercice très simple et très utile, celui des cercles de contrôle. Prenez une feuille de papier et dessinez un petit cercle en son centre. C'est votre cercle de contrôle. Inscrivez-y tout ce qui dépend entièrement de vous, vos paroles, vos actions, vos choix personnels, votre attitude et la gestion de votre temps libre. Autour de ce premier cercle, tracez-en un second, plus grand. C'est le cercle d'influence. Inscrivez-y les éléments sur lesquels vous pouvez exercer une influence, sans pour autant les contrôler totalement. Par exemple, vos relations amicales, les résultats que vous obtenez au travail ou la santé de votre corps. Vous pouvez manger sainement, mais vous ne pouvez pas garantir l'absence de maladie. Enfin, l'espace restant sur la feuille représente le cercle de préoccupation. Il englobe tout ce qui échappe complètement à votre action. L'état de l'économie mondiale, la météo, le passé, ou encore l'opinion que les autres se font de vous. Maintenant, observez ce schéma. Une personne anxieuse ou contrôlante aura tendance à dépenser 90% de son temps et de son énergie dans le cercle extérieur. À l'inverse, une personne épanouie et efficace se concentre sur le cercle intérieur et marginalement sur le cercle intermédiaire. Accrochez cette feuille dans un endroit bien visible et consultez-la régulièrement. La volonté de contrôle cache un paradoxe étonnant. Plus vous essayez de retenir les choses, plus elles vous échappent rapidement. Imaginez que vous tenez un petit oiseau dans la paume de votre main. Si vous serrez le poing trop fort pour l'empêcher de s'envoler, vous risquez de l'écraser. Pour le retenir vraiment, vous devez garder la main ouverte, lui offrant un espace sûr et confortable. C'est la même dynamique qui opère dans les relations. Plus vous tentez de contrôler votre partenaire, plus celui-ci aspirera ardemment à sa liberté. Prenons une autre image. Essayez de retenir de l'eau en fermant votre poing. Elle s'écoulera inévitablement entre vos doigts, mais si vous formez une coupe avec vos paumes et que vous les relâchez, vous pourrez en contenir bien plus. La vie est un flux continu. En cherchant à le contrôler, vous dressez des barrages qui, tôt ou tard, seront rompus. La véritable sagesse n'est pas de maîtriser le courant, mais d'apprendre à construire votre propre embarcation et à la manœuvrer habilement en utilisant la force de ce même courant. En lâchant prise sur le contrôle, vous obtenez paradoxalement une emprise beaucoup plus grande sur le cours de votre existence. Terminons la partie théorique et passons à la pratique. Quel est le tout premier, le plus petit pas que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à desserrer cette emprise du contrôle? Choisissez une seule chose. Par exemple, si vous êtes du genre à planifier votre journée au quart de tour et à stresser au moindre imprévu, essayez de laisser aujourd'hui 1 heure vide dans votre emploi du temps. Et accordez-vous pendant cette heure de faire ce qui vous vient à l'esprit sans aucune planification préalable. Ou bien, si vous passez votre temps à vérifier l'actualité pour essayer de maîtriser le flux d'informations, fixez-vous comme objectif de ne pas ouvrir les sites d'actualité avant ce soir. Si vous vous surprenez à critiquer mentalement le choix de quelqu'un d'autre, contentez-vous de remarquer cette pensée et de la laisser partir en vous disant « c'est sa vie, c'est son choix ». Inutile d'essayer de tout lâcher d'un coup. Commencez par le plus petit. Chaque fois que vous renoncez consciemment au contrôle dans une petite situation, vous entraînez votre muscle de l'acceptation. Et avec le temps, ce muscle deviendra si fort que vous pourrez accueillir avec aisance même les plus grandes incertitudes de la vie. Faisons le point, si vous voulez bien. Aujourd'hui, nous avons parlé de la grande illusion du contrôle, celle qui nous pousse à gaspiller une énergie précieuse en essayant de gérer des choses qui échappent totalement à notre pouvoir.
Nous avons identifié les 3 principales sphères que nous ne pouvons maîtriser, notre passé, qui est un fait accompli, les autres, avec leur libre arbitre, et le vaste monde extérieur, incluant la météo, l'économie et le futur. Nous avons vu qu'en nous accrochant à cette soif de contrôle, nous ne faisons qu'engendrer de l'anxiété, de la frustration, et même de détruire nos relations. Mais la conclusion la plus essentielle que j'aimerais que vous reteniez, c'est la prise de conscience de là où réside votre véritable force. Elle n'est pas dans le monde extérieur, elle est en vous, elle se trouve dans vos choix, dans vos réactions, dans votre attitude. En arrêtant de vous battre contre l'univers, vous retrouvez la paix intérieure. C'est cela, la véritable liberté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la psychologie et le développement personnel. Et maintenant, une question pour vous. Qu'est-ce que vous essayez le plus souvent de contrôler, même si au fond, vous savez que c'est peine perdue? Écrivez votre réponse dans les commentaires, discutons-en ensemble.